Bonjour, donc cette vidéo fait suite à une autre vidéo qui a été publiée sur la chaîne Objectif Renta de Mark Blursky. Il s'agit de la vidéo Nouvel amendement sur la fiscalité en Thaïlande en 2025, les gagnants et les perdants. Donc c'est une vidéo qui est très intéressante en fait parce qu'elle montre que les règles fiscales en Asie, en particulier là c'est en Thaïlande, mais peuvent changer assez rapidement. Et à vrai dire, j'ai connu cette situation dans un autre pays asiatique, donc je ne suis pas tellement surpris en fait qu'il se passe ce genre de choses-là. Alors je vous recommande d'aller voir la chaîne, hein. Je trouve qu'il commente très bien cet article-là du Bangkok Post, Thailand to amend tax on foreign income remittance. Bon, il y a un certain nombre de choses. Bon, il le dit en français, donc allez voir la chaîne. Mais j'aimerais quand même parler aussi de l'aspect, d'autres aspects en Thaïlande. Donc, en particulier de l'aspect de la dette, hein. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, Thaïlande ponders reviving outbound travel tax. En fait, l'idée qui se cache derrière ça, c'est que la Thaïlande voudrait remettre en place une taxe de voyage. Et à l'heure actuelle, eh bien, c'est peut-être pas tout à fait le moment, disent les professionnels du secteur. Donc, il y a un débat qui est en cours. On a aussi, dans quelque chose d'un peu approchant, hein, puisque c'est d'aujourd'hui, du 28 mai 2025, on a que les banques de Bangkok, en fait, regardent et commencent à prendre des mesures contre des comptes ouverts par les étrangers qui ont des résidences de court terme ou des touristes. Et tout ça pour éviter en fait les arnaques. Donc ça c'est vraiment quelque chose de problématique. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça en fait, c'est que euh, vous avez un pays, la Thaïlande, qui en fait a un problème de dette aussi. Mais si vous êtes français, vous allez juste halluciner quand vous allez voir le problème de dette de la Thaïlande. Alors évidemment, je parle de la dette publique, hein, c'est-à-dire de la dette au GDP, au PIB. On voit que avant la pandémie, on était à peu près à 41% de dette sur PIB. Je rappelle actuellement la France, hein, en 2025, elle est à 125% de dette sur PIB. 125. La Thaïlande était à 41. Il y a eu la pandémie avec les mesures, etc. Et en 2024, la Thaïlande avait une dette publique de 63,7% de son PIB. Donc c'est vous dire, en fait, c'est-à-dire en pourcentage, aux alentours de 2 fois moins celui de la France. C'est quand même assez hallucinant, hein, quand on voit ça, hein. Et donc, on peut se dire, bon, effectivement, il y a eu une augmentation, les autorités ont eu peur, ils veulent rester dans les clous, ils veulent vraiment avoir une économie saine, des finances saines, et donc peut-être ils ont aussi des contraintes des marchés extérieurs. Alors pour ça, on regarde les chiffres, hein, de la dette. Donc, foreign holding of federal debt account for nearly 1/3 of the total. Donc, quand on regarde en 2024, on s'aperçoit finalement que, effectivement, la part des non-résidents, hein, des étrangers, dans la détention de la dette publique, elle est de 30%. Elle s'est en fait, elle s'est accrue au cours des années, hein, ouais, 1970. Là, on est en 2024, donc vous avez un pays qui finalement, sur à peu près 55 ans, a évolué de cette manière. Bon, mais on voit quand même que la dette est détenue seulement à 30% en 2024, hein. Donc ça veut dire, je rappelle que pour comparaison, la France, c'est pratiquement 50-50, hein, entre les résidents et les non-résidents. Donc, en fait, la dette thaïlandaise est finalement moins vulnérable, beaucoup moins vulnérable, beaucoup moins vulnérable
que la dette française quand on voit ce genre de choses-là. Et donc, ce qui est intéressant finalement, c'est que on voit un pays qui, malgré comparativement à la France, un très faible taux d'endettement, euh, un endettement qui est quand même majoritairement contrôlé localement, hein, donc pas nécessairement beaucoup de comptes à rendre à l'étranger. En fait, on s'aperçoit que c'est quand même un gouvernement qui prend des mesures fiscales assez, comment dire, volontaires, on va dire ça comme ça, de manière à garder quand même la dette sous contrôle. Donc c'est quand même intéressant, hein. C'est-à-dire que c'est quand même très intéressant de voir que vous avez des pays quand même qui prennent des mesures alors que leur niveau de dette, il est largement inférieur, je vous dis, de moitié moins que celui de la France, et qu'au niveau de la détention par les non-résidents, donc par les étrangers qui pourraient les contraindre quelque part, eh bien, on est que à 30% finalement. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet hein, qui parle de la vulnérabilité des pays. J'ai fait un tableau, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. J'ai fait un tableau avec les dettes publiques de différents États, le pourcentage qui est détenu par des non-résidents et je fais un calcul de vulnérabilité sur la dette publique de l'État. Et je vous dis, voilà, vous avez quand même des risques quand vous achetez de l'immobilier dans un État où la vulnérabilité est importante. Parce que quand vous avez ce type de problème, généralement, bah, l'immobilier va en être victime parce que personne ne peut prendre l'immobilier puis s'en aller ailleurs avec. Donc vous allez avoir plus de taxes, plus de tracasseries, plus de problématiques, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut nécessairement regarder. Mais je vous avais dit en faisant cette vidéo que en fait, c'était pas la seule problématique, que à côté de ça, vous avez d'autres problématiques qu'il faut aussi intégrer. Et parmi les problématiques que vous devez intégrer, eh ben, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez aussi l'instabilité fiscale, l'instabilité législative qui peut vraiment être problématique, hein. C'est pas le cas dans quand même la majorité des pays, on va dire, occidentaux, développés, comme les anglo-saxons, par exemple. Les anglo-saxons, vous n'avez pas des lois qui changent tous les 4 matins. Et en plus, vous avez une protection de la propriété privée qui est quand même bien inscrit dans les textes et dans les habitudes. Donc, quelque part, ce qui fait d'ailleurs accessoirement que c'est pour ça que vous avez un dollar fort et que vous avez des gens qui continuent à investir dans la finance à Londres plutôt qu'à Paris, par exemple, hein. Donc, c'est quelque chose dont vous devez nécessairement tenir compte quand vous faites un achat immobilier. Alors, ce n'est pas les deux seuls points, hein, il y en a d'autres, mais en tout cas, ça donne une bonne occasion de combiner en fait ces deux sujets. D'une part, la vulnérabilité d'un pays à sa dette publique, et d'autre part, la stabilité législative qui va concerner, bon, entre autres, la fiscalité, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des questions de visa, il peut y avoir ce genre de questions-là. Il faut bien comprendre que quand vous arrivez dans des pays comme en Asie, en fait, les choses peuvent être un peu trompeurs. Et je dis bien les choses, je ne dis pas que c'est des gens qui vous tendent un piège ou ce genre de choses-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arriver à intégrer ça. Pourquoi? Parce que si vous prenez des pays comme les pays européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ou des pays développés comme le Japon, comme les États-Unis, comme le Canada, ce sont des pays qui sont développés depuis longtemps. Même le Japon est un pays qui a commencé à se développer à la fin du 19e siècle. Donc si vous voulez, vous avez quelque part l'installation, la mise en place de lois, la mise en place de la propriété privée, les réglementations, les contrats, tout ça c'est quelque chose qui est assez bien rodé finalement dans le temps, au fur et à mesure des dizaines d'années qui ont passé, au fur et à mesure des drames, hein, éventuellement des guerres, éventuellement des révolutions, éventuellement des choses comme ça. Vous avez malgré tout
un corpus de lois, un corpus de pratiques qui s'est installé et qui est resté. C'est le cas typiquement de l'Angleterre, hein, du Royaume-Uni. Et donc, malgré tout, ça fait de cette zone une zone qui est relativement stable. Alors que les pays d'Asie, ce qui est très troublant, c'est que en fait, on a plutôt des bonnes relations avec les pays, avec les gens dans les pays asiatiques. Je veux dire, voilà, c'est difficile d'avoir des mauvaises relations avec les gens dans les pays asiatiques. Et quelque part, ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts pour acquérir le même niveau qui ont fait beaucoup d'efforts pour acquérir le même niveau de développement. Ce sont des gens qui ont vraiment bien développé très rapidement leur économie, etc. Malgré tout, il leur reste quand même des ajustements à faire. Moi, j'ai vécu ça en Chine. Il faut bien comprendre, l'exemple de la Chine, c'est quelque chose d'assez emblématique. Vous avez eu la révolution culturelle entre 1965 et 1975. Il y a eu un effacement de la culture, il y a eu un effacement des lois, il y a eu un effacement de tout ce qui était intellectuel à ce moment-là dans le pays. Ils ont dû tout reconstruire. Donc évidemment, à un moment donné, ils se retrouvent finalement à voir que telle décision qu'ils ont prise il y a 10 ans, il y a 5 ans ou il y a 1 an, c'est peut-être pas la bonne décision. Donc, pour une raison ou pour une autre, hein, raison, à tort ou à raison, et ben finalement, ils décident de changer la loi. Et donc, ça fait une instabilité. Et c'est ce qui se passe aussi dans les autres pays du sud-est asiatique. C'est-à-dire que vous prenez la Thaïlande, mais c'est aussi le cas du Vietnam, ça peut être le cas du Cambodge, etc. C'est des pays qui sont en voie de développement. Vous voyez bien que les gens sont travailleurs, ils ont une économie qui se développe, c'est très sérieux, etc. Mais il n'en reste pas moins que bah, les lois, les pratiques ne datent pas d'il y a si longtemps que ça. Parce que précisément, ce sont des pays qui ont été en voie de développement il y a peut-être 50 ans. Évidemment, pour le Vietnam, le Cambodge, tout ça, c'est nettement plus récent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont un système judiciaire, un système fiscal, etc., qui s'est beaucoup modernisé, qui a eu besoin de beaucoup de modifications ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, alors qu'en Europe, ou en Amérique, c'est beaucoup plus stable, en Amérique du Nord. Donc vous êtes un peu dans ce genre de situation-là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc le truc, c'est quand vous investissez dans ces pays-là, c'est important, plus qu'ailleurs, de comprendre le contexte, de comprendre les gens, de comprendre les relations, éventuellement de parler la langue locale. Enfin, pour moi, je dis éventuellement, mais c'est pas éventuellement. Je veux dire, si je devais aller vivre en Thaïlande, c'est évident que j'apprendrais. Première chose que je ferais, c'est de passer 6 mois à prendre des cours de thaï. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo sur le sujet. Donc, c'est vraiment nécessaire, précisément parce que c'est pas pour rien que le niveau de vie dans ces pays-là est un niveau de vie qui n'est pas au niveau des pays européens enfin, que les choses sont pas chères, hein, que les choses sont pas chères. Parce que précisément, vous n'avez pas l'accumulation quelque part des lois, des textes, des choses comme ça, un peu du fardeau administratif qu'on connaît dans nos pays. Alors ça existe évidemment, bien entendu, hein, je veux dire, surtout dans un pays comme la Chine, mais bon, vous avez ce genre de choses. La Chine, c'est une bureaucratie de 2000 ans, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus bureaucratique que la Chine. Et ça n'a rien à voir avec le communisme, hein, ça date de 2200 ans, donc voilà. Bon. Mais c'est important de comprendre vraiment où vous mettez les pieds avant de commencer à investir. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que euh, il faut arriver à voir les problèmes arriver de loin en analysant bah, ce qui se passe au niveau fiscal, ce qui se passe au niveau de la dette, justement, hein, au niveau de l'économie. Comment vous percevez en fait le développement de l'économie locale? Comment vous la percevez? Comment vous percevez pas tout simplement la dette? Comment vous percevez la croissance?
comment aussi vous percevez quelque part le changement de gamme dans le pays? Parce qu'à un moment donné, dans la plupart des pays, vous avez d'abord le tertiaire, le primaire qui se développe, l'industrie primaire, l'extraction, les matières premières. Ensuite, vous avez tout ce qui est secondaire, on va dire, l'aspect plutôt matériel. Et puis après, vous avez le tertiaire. Donc tout ça, ça suit des développements assez généraux, quoi. Donc où en sont les pays dans leur stade de développement et qu'est-ce que vous pouvez en attendre par la suite? Euh, Comment vous pouvez comprendre ce qui va se passer dans 10 ans? Dans un pays comme la Thaïlande, dans 10 ans, dans 20 ans, comment vous imaginez l'avenir? Comment vous arrivez à déduire? C'est ça qui est important aussi, hein, c'est que, mine de rien, c'est un travail de prévision. Euh, Quand on achète de l'immobilier, on n'achète pas l'immobilier pour 3 ans. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens qui vont passer leur retraite en Thaïlande, donc nécessairement, ça va être des années, donc des 10 ans, des 20 ans, le plus possible, on leur souhaite. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui vous dit que dans 20 ans, vous aurez le même corpus de lois et qu'est-ce qui dit que dans 20 ans, les choses se seront toujours bien passées, par exemple au niveau politique? Est-ce que c'est le genre de choses que vous euh, prenez en compte quand vous faites l'analyse de la situation? Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est particulièrement important. Vous allez me dire que c'est compliqué, que c'est long, que vous n'avez pas que ça à faire, etc. Bah oui, mais je veux dire, un investissement immobilier, c'est nécessairement, enfin, je sais pas, pour moi, c'est en tout cas un investissement de long terme. Donc, à partir de ce moment-là, comme tout investissement, il faut arriver à penser au long terme. Si vous comptez détenir votre bien pendant 20 ans, bah, il faut réfléchir à ce que éventuellement va devenir le pays dans lequel vous achetez dans 20 ans. C'est valable pour tous les pays. On n'a pas à faire ce travail-là, on n'avait pas à faire ce travail-là en France, parce que les pays occidentaux, les pays européens sont des pays quand même avec une certaine stabilité au niveau législatif, au niveau des lois, au niveau du droit de la propriété. On a des tribunaux qui datent du Moyen Âge, enfin je veux dire, mais c'est dans le bon sens du terme, ça veut dire ils datent du Moyen Âge, donc ils ont une grande expérience et ils ont, voilà, il y a ce genre de choses-là. Euh, donc, ce sont des problématiques qu'on n'a pas l'habitude de traiter en France. Je veux dire, par exemple, rien qu'un truc assez bête, les bails emphytéotiques, j'ai du mal à prononcer le mot, hein, je suis désolé, c'est le fait que quand vous achetez une maison, en fait, vous achetez les murs, mais le terrain appartient en fait à l'État ou à un propriétaire terrien, comme c'est le cas dans des pays anglo-saxons, etc. Donc ça, c'est le type de choses pour lequel bah, c'est un truc inexistant en France. Enfin, c'était inexistant en France. Et donc, vous devez être préparé à ce genre de choses-là et vous devez nécessairement comprendre ce qui va se passer dans 10 ans. Parce qu'une fois que vous avez acheté le bien immobilier, bah, vous êtes un peu collé avec pendant au moins 5 ans, histoire d'apurer les crédits, etc., quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc voilà, en fait, je pense, en fait, cette vidéo, cette annonce hein, sur le changement au niveau des taxes, sur le changement éventuel au niveau des taxes pour les étrangers, éventuellement pour les étrangers, d'après ce que j'ai compris de la vidéo, et ben voilà, ça permet d'aborder un peu tous ces sujets et en particulier bah, le sujet de la dette, puisque vous savez que c'est un sujet que j'ai traité pas mal ces derniers temps. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.